parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel de la série à chaud. Et oui, on s'énerve, il y en a un peu plus. On vous en donne, c'est la quarantaine, vous avez besoin d'un petit son dans l'oreille qui fasse plaisir, qui détende, et qui vous raconte des choses profondes et extrêmement importantes en temps de crise, c'est-à-dire vous parlez de cinéma. On est bien sûr qu'on est au niveau de utilité, on est peut-être en dessous de zéro, je suis pas certain du level, après ça dépend sur quelle grille tu l'envisages. C'est-à-dire que si tu penses que l'importance des choses vraiment importantes, genre manger, se reproduire, machin, c'est 100%, parler d'art et de cinéma, est-ce que c'est 110%? Ou alors est-ce que c'est moins 110? Tu vois, ça c'est aussi un grand débat. La nature de l'art et à quoi ça sert. Mais c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui, puisque ça c'était intéressant. On va parler de The Nice Guys, un film de Shane Black. Ça fait très longtemps que je voulais vous en parler. Oui, beaucoup de gens disent Shane Black, mais moi quand c'est écrit S-H-N-E, je le dis à la française. Je le dis à la française qui connaît pas l'anglais, je dis Shane. Alors qu'a priori, dans tous les making-of et ainsi de suite, ils disent Sean. Pour moi, Sean c'est plutôt S-E-A-N, non? Mais bon, ça c'est probablement une méconnaissance crasse de la langue anglaise typiquement française, du coup on dira Shane, rien que pour embêter les gens qui ont un peu de culture anglaise et qui m'écoutent. Oui, je sais, j'essaie de faire fuir le peu de personnes qui m'écoutent. Bref, on va aller à l'essentiel. The Nice Guys, sorti en 2016. Le 18 mai pour être plus précis, réalisé et écrit par Shane Black. Je l'ai vu au cinéma et en version originale. The Nice Guys, ça faisait longtemps que je voulais vous en parler. Mais d'abord, je vais vous parler un petit peu de Shane Black quand même. Pourquoi Shane Black? Shane Black, ça a été simplement une histoire assez folle. Si vous avez écouté ma review sur The Predator, je vous la remettrai dans les liens de toute façon. Je parlais déjà un petit peu de Shane Black, donc je vais faire un peu plus vite. Shane Black, ça a été un scénariste extrêmement vogue au début des années 90, fin des années 80, si je dis pas de bêtises. Il a notamment écrit les scénarios de l'archétype du buddy movie made in années 80, début des années 90. L'Arme Fatale 1, 2 et 3. Non, il n'a pas le scénario du 2 ni du 3, mais grosso modo, l'histoire du 2, et dans le 3, je crois qu'il était juste crédité pour les personnages. Donc, L'Arme Fatale, le dernier Samaritain, Last Action Hero, The Long Kiss Goodnight, que j'aime beaucoup, que je dis tout le temps The Long Kiss Goodbye, mais c'est The Long Kiss Goodnight, Au revoir à jamais en version française, Kiss Kiss, et il est revenu en 98, c'était son dernier scénar, ou plutôt la dernière fois il était crédité à Hollywood, puisque après le four critique de Au revoir à jamais, à Hollywood il a été un petit peu considéré comme persona non grata, avant de revenir avec son propre film qu'il a scénarisé et écrit, et qui s'appelait Kiss Kiss Bang Bang, et qui était encore un buddy movie déguisé, dont je vous reparlerai à l'occasion, c'est certain. Il a ensuite surpris tout le monde en réalisant Iron Man 3, personne ne l'attendait à cet endroit-là, et je vais faire court, mais c'est un excellent film. Oui, je sais, sortez tous vos flingues et maudissez-moi, mais je considère toujours qu'Iron Man 3 est un film vraiment singulier et efficace. Je vous renvoie à ma critique, c'est une sorte de hors-série où je parlais des films singuliers dans le MCU, que je vous conseille d'aller écouter. Ça, j'explique beaucoup mieux en long, large et en travers pourquoi je considère qu'Iron Man 3 est sous-estimé, voire critiqué à tort. Mais il faudra un jour que je fasse de toute façon une critique globale sur la trilogie Iron Man 3, comme j'ai fait une critique sur la trilogie Thor, que vous trouverez aussi dans les infos de cette vidéo. Ça commence à faire beaucoup de podcasts à écouter, n'est-ce pas? Mais vu que vous avez plein de temps à tuer et que sans moi vous vous sentez perdu, eh ben j'ai décidé d'être généreux. Voilà. Me remerciez pas. Hashtag gentillesse. Hashtag bonheur. Hashtag la paix dans le monde, hein. Dans une période de quarantaine, ça fait du bien. Bref, tout ça pour dire, il est revenu en grâce avec Iron Man 3, qui a été une réussite au box-office, mais qu'il l'a pas intronisé comme un réalisateur bankable en soi. Il a réalisé ensuite The Nice Guys au cinéma. Je parle pas de ses autres réalisations, puisqu'il a aussi réalisé des épisodes pour la série L'Arme Fatale. Il a aussi réalisé un téléfilm qui s'appelle Edge, qui est une adaptation de bande dessinée que j'ai pas vue, avant le foirage industriel assez impressionnant qu'est The Predator. Je vous renvoie à ma critique si vous voulez connaître les tenants et les aboutissants de cette histoire. Donc Shane Black, filmographie contrastée, mais ce qu'il faut retenir de toute cette histoire, c'est que c'est lui, le grand pape du buddy movie, à la manière, grosso modo, de L'Arme Fatale. Je pensais pendant longtemps qu'il avait écrit Les Pièges de Cristal, mais pas du tout. C'était des adaptations de livres qui ont bougé pas mal entre différentes mains de scénaristes. Je ne crois pas qu'il y ait mis les doigts dedans, lui, en l'occurrence, dans cette histoire. Oui, les mains dedans, les doigts, non mais vraiment, il est gore, ce type. Bref, tout ça pour dire...
L'Arme Fatale, qui a vraiment lancé un style de buddy movie, les deux gars ensemble, le fou contre le sage, le jeune contre le vieux, l'impétueux, intrépide, imbattable avec le gars qui est un peu plus gauche, ainsi de suite, mais qui a la sagesse pour lui, blablabla. Donc c'est vraiment un style de film qu'il a vraiment repopularisé, et il va y avoir plein de films intéressants sur le sujet, aussi bien les Die Hard qui vont utiliser cette ficelle de manière indirecte dans les différents films avant de le faire carrément directement dans l'Arme Fatale 3 avec le duo Danny Glover, Bruce Willis, d'autres films un peu plus secondaires mais qui vont utiliser aussi le buddy movie et qui vont s'inspirer indirectement du travail de Sean Black, que ce soit les 48 heures ou 48 heures de plus, bref, ainsi de suite, beaucoup de films comme ça, et ça va être un peu comme on dit aux États-Unis, un blueprint, c'est-à-dire une empreinte sur laquelle beaucoup de films vont se construire, au niveau français, en France aussi, hein, tout simplement. Si vous regardez par exemple La Totale de Claude Zidi, qui a été remakée ensuite pour devenir The True Lies avec Schwarzenegger, c'est un peu le même principe, où on a cette dynamique de buddy movie entre Thierry Lhermitte et notamment Eddie Mitchell, probablement dans son meilleur rôle, je trouve, peu importe. Tout ça pour dire, digression, Shane Black, qui était un scénariste en vogue, qui est devenu un réalisateur très intéressant à partir de Kiss Kiss Bang Bang, toujours sur le principe de buddy movie, mais qui en réalisant ses propres scénarios, il a pu aller un degré plus loin dans son autocritique du cinéma, aussi dans sa réflexion sur la violence, sur ce que le cinéma veut dire et sur ce que les personnages de cinéma véhiculent. C'est des films très intéressants, et The Nice Guys est en fait la vraie, j'ai envie de dire, suite spirituelle de ses propres films de buddy movie des années 90, en même temps une suite dans l'esprit de Kiss Kiss Bang Bang, et un film assez inattendu, mine de rien, puisqu'il sortait d'Iron Man 3, et on l'attendait peut-être avec un blockbuster ou un film avec plus de moyens. Alors, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, The Nice Guys n'est pas un blockbuster, mais il y avait quand même 50 millions de dollars de budget, donc c'est correct. Et le film n'a pas été un four au box-office, puisqu'il a fait 68 millions de dollars au box-office, ce qui est correct pour un film qui en coûtait 50. Mais ça n'a pas été une grande réussite, notamment parce que dans le rôle titre, on avait à ce moment-là Ryan Gosling qui avait le vent en poupe en 2016, qui était encore porté par l'aura de différents films qu'il avait fait avant, comme Drive et ainsi de suite, et qui allait faire La La Land, ou encore dernièrement, non c'est pas Ad Astra, c'était Brad Pitt, Le Premier Homme sur la Lune, je sais plus le nom du film, bon bref, que j'ai pas vu malheureusement, en plus ça m'ennuie, je crois que c'était ça, Le Premier Homme sur la Lune, j'ai pas envie de dire de bêtises, je suis plus certain, enfin bref, acteur qui va décidément porter de très gros succès de cinéma et de très gros succès critiques, avec donc, en rencontrant Damien Chazelle, le réalisateur notamment de l'extraordinaire Whiplash, dont je vous parlerai à l'occasion. Et donc bref, tout ça pour dire, ça a été un peu un échec, parce que, avec le nom Ryan Gosling, t'es supposé dépasser les 100 millions de dollars au box-office, t'es supposé aller au-delà, ou faire un succès critique. Or, The Nice Guys est clairement un film calibré à la Shane Black pour être un succès populaire. Et 68 millions de dollars, quand le film en a coûté 50 millions, c'est pas un succès populaire. Nonobstant, The Nice Guys est un film qui est sous-estimé, et c'est vraiment dommage parce qu'il est très bon, et on va pas perdre de temps, je vais vous parler tout de suite du pitch, ce qui va, à mon avis, vous permettre de un peu voir mieux quelle est cette histoire de buddy movie assez classique, mine de rien. Ah la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Holland March est un détective, on va dire, sans réelle éthique. On peut même dire qu'il n'en a pas du tout et que c'est un peu une raclure de bidet. Il élève seul sa fille, en lui inculquant des valeurs assez étranges, et sa fille d'ailleurs n'hésite pas à lui remettre dans la gueule. Tout ça pour dire, ce détective assez improbable est engagé pour enquêter sur la disparition d'une jeune femme qui se trouve très très vite avoir été, selon March, assassinée, et qui participait notamment à l'industrie de la pornographie, mais de manière assez étrange. Et dans le même temps, il est amené à enquêter sur la mort d'une vedette du cinéma pornographique ensuite. Ces deux meurtres, ce meurtre et cette disparition, sont au départ assez distanciés, mais pour une raison assez étrange, il finit par rencontrer Jackson Healy, un homme de main, plus ou moins détective aussi de son côté, bon samaritain, mais aux méthodes assez trempées, qui fait qu'ils finissent finalement par faire équipe, alors qu'au départ ils se sont un petit peu rentrés dedans. Je vous laisse découvrir en voyant le film ce que c'est qu'une fracture en spirale. Tout ça pour dire, Jackson Healy, bourru, costaud, vrai détective du cru, et Holland March, détective aux méthodes, on va dire, plus ou moins inefficaces et assez perdues, finissent par faire équipe et à se retrouver embarqués dans une histoire de complot politique à grande échelle, alors qu'au départ, rien du tout ne semblait s'y prêter.
Rétro P4, Rex Domini. Ça n'a aucun sens, mais bon, il y a rétro, il y a P4. On peut vaguement faire quelque chose. Oui, je vous ai pas spoilé des masses, parce que le fait est que, je le dis tout de suite avant de démarrer ma critique un peu plus en détail, les scénarios de Shane Black sont des histoires toujours alambiquées. Ça va toujours un peu plus loin que de simplement vous raconter l'histoire de base, et ça va utiliser tous les outils possibles pour ça, mais je reviendrai là-dessus quand je vous parlerai plus de mise en scène. J'aimerais d'abord commencer par les décors, pour faire très classique et pour ne pas faire attendu. Ah! Comme le film a coûté 50 millions de dollars, tout simplement parce que l'histoire se passe dans les années 70, que la reconstitution des années 70 a été soignée, je trouve, et il y a beaucoup d'endroits. C'est aussi un truc assez présent dans la plupart des scénarios de Shane Black. Les personnages passent par, en général, des maisons sur la côte. Il adore ça, c'est son grand kiff d'avoir des maisons sur la côte, notamment des grandes maisons près de la mer, hein, juste à côté de la mer. Vous voyez le genre, quoi, la The Barack immense sur comment dire, qui donne carrément sur une petite falaise sur la mer, sur la côte. Enfin voilà quoi. C'est son gros kiff à Shane Black, ce genre de baraque. Donc on en a toujours une, évidemment, pour tourner dans ce genre d'endroit. Faut douiller, surtout quand il faut la remettre au style des années 70, hein, où ça vous laisse imaginer du pourquoi ces films coûtent cher. Et ensuite, il y a beaucoup de lieux. Il y a la maison de March, l'appartement de Jackson Healy, on a une fête à un moment donné chez un producteur de films porno, donc la baraque est de nouveau immense, et c'est la deuxième du film qu'on voit et qui est immense, des quartiers chics, une maison brûlée du sol au plafond, les universités, une séquence dans les universités, une autre dans un grand festival, dans un grand hôtel. Enfin bref, festival grosso modo des producteurs d'hydrocarbures américains, bref, on a vraiment beaucoup de décors et souvent exploités, c'est-à-dire que c'est pas seulement, il y a quelques décors qui sont juste un lieu grosso modo, et puis un élément pour faire avancer l'enquête, mais chez Shane Black c'est souvent très généreux. Et bien forcément, quand ces décors se passent dans une autre période des années 70 et qu'il faut les reconstituer un tant soit peu, costumes, bien sûr acteurs et tout, mais surtout costumes et lieux, voitures et tout le tintouin, et bien forcément, le chiffre augmente très vite. Et là, je fais une critique indirecte, c'est que ça rend des films, je caricature, accessoirement chers. Est-ce que ça se justifie que le film se passe dans les années 70 ? Honnêtement, oui, parce que le film est une critique indirecte d'un certain type de vie américain, tout en envoyant aussi je caricature les bons côtés, c'est plus compliqué que ça, puisque le film aborde clairement l'hypocrisie autour de la pornographie de nos jours, en montrant que dans les années 70, il y avait une sorte le tabou était déjà tombé, selon Shane Black. Il a une vision très, je dirais, romantique, mais quelque part assez juste, qui affirme que la propension, grosso modo, de l'industrie américaine à avoir un retour un peu puritain de nos jours sur la pornographie et à s'en être débarrassé du cinéma pour l'envoyer grosso modo sur Internet et à ne plus avoir à l'assumer, est en fait un recul des mentalités. Je reviendrai là-dessus quand je parlerai un petit peu plus en profondeur du scénario. Mais tout ça pour dire... Du coup, ça demandait à ce que ça se passe dans les années 70. Mais c'est toujours délicat d'aborder ce genre de questions, même quand c'est dans un feel-good movie, même quand c'est dans un film globalement très sympathique, avec beaucoup d'humour. Mais il y a toujours en sous-texte chez Shane Black, Sean, vous voyez, je commence à le dire comme les vrais. Chez Shane Black, il y a toujours ce truc, oui, qu'est-ce qu'il y a, je le dirai comme je le veux. Mais quel emmerdeur ce mec. Tout ça pour dire, il y a toujours chez Shane Black un discours de fond qui est quelque part assez critique, assez acerbe, et je trouve d'une grande lucidité. Et donc le discours qu'il a dans ce film autour du regard sur la pornographie est très intéressant, et demander à ce que le film se passe dans les 70. Mais du coup, il faut être capable de réunir 50 millions de dollars de budget, et lui, il en est capable. Après, on peut toujours parler du résultat et dire que le film n'a pas été assez, a pas ramené assez d'argent, mais les bons gars, comme ils disent au Québec, c'est le titre québécois, The Nice Guys, j'adore les bons gars, c'est juste génial comme titre, bon, peu importe, The Nice Guys est un film qui a été rentabilisé, et je trouve qu'il n'a pas eu le succès qu'il méritait. C'est pour ça que je vous enjoins, et que je vais vous parler en détail aujourd'hui de pourquoi vous devez le regarder. Donc tout ça pour dire, ce travail sur les décors de qualité, on est dans les années 70, les couleurs orangées, les fameux t-shirts à rayures, vous voyez, horizontales, le côté criard de l'ambiance, le côté aussi très,
chic décadent, parce que je sais que c'est le chic décadent, vous allez plutôt penser à Marie-Antoinette, mais ce que je veux dire par là, c'est ce côté, vous voyez, col, pelle à tarte, couleur très forte, voiture très grande, ce côté très américain de ce qu'on considérait comme, à ce moment-là, chic, et le dernier level de décadence qui est devenu, au fur et à mesure des années 80, un truc assez lambda, un style assez lambda, pour finalement devenir un truc assez clownesque. Et ce qui, au début des années 70, fin des années 70, comme là où se passe le film, c'est en 77, je dis pas de bêtises, était une sorte de code, un code de cool et de chic, est devenu ensuite quelque chose d'assez clownesque. Ce qui fait, quand on fait un film sur cette période-là, ça rajoute un côté comédie d'emblée. Un fond de comédie, et évidemment que Shane Black le voulait, et c'est pour ça, encore une fois, que le film devait se passer en 77, et pas en 70, et pas en 85. C'est pas, ça a l'air anodin, mais je sais que Shane Black, quand il écrit, a beaucoup d'attention à la période qu'il choisit, porte beaucoup d'attention à ça, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il fait pas souvent des films, c'est que souvent il arrive avec des budgets un peu élevés pour des histoires que souvent les producteurs lui disent mais ton histoire là, tu pourrais la remettre de nos jours, en 2010, on aurait moins le souci, mets-le au début des années 2000, comme ça ça coûte moins cher de faire des reconstitutions, blablabla. Évidemment, lui il a dû insister comme un lourdingue, choper des acteurs qui lui ont permis de mettre le pognon derrière, parce que oui, je disais, il y avait Ryan Gosling dans le rôle titre, mais il y a aussi Russell Crowe, donc c'était quand même un sacré duo d'acteurs. Il savait qu'il allait obtenir un budget correct. C'est pas un budget de blockbuster, mais quand même 50 millions de $, c'est sympathique pour un film, grosso modo un buddy movie, style de film qui est plus tellement pris aujourd'hui. En tout cas, c'est ma sensation. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse sur le décor, mais je voulais insister là-dessus parce que ça parle déjà d'une ambition qui va au-delà d'être un film feel-good, tout en se battant pour que le film soit un film feel-good. Il faut être clair là-dessus. Je vais tout de suite vous parler du casting. Avant de vous parler de la mise en scène du scénar, je pense que c'est mieux dans ce sens-là pour ce film. Moi, j'ai qu'un mot à dire, ça claque, ça claque, ça claque. Au niveau du casting, donc, comme je disais, on a Russell Crowe. Je vais d'abord vous parler de Russell Crowe parce que il joue le rôle du détective bourru, costaud, plutôt, comment dire, balèze à déquiller, quoi. On voit plusieurs fois dans le film éclater des gars, machin, alors pas 100 fois, mais c'est le costaud des deux, et évidemment, prendre Russell Crowe, ça marche très très bien, il a ce côté sombre, il a ce côté en même temps brisé, mais désabusé, mais en même temps avec un fond de juste derrière lui, le film l'emmenant un peu plus loin, comme par hasard, et c'est la force de Shane Black, et je reviendrai là-dessus dans le scénario. Il développe réellement ses personnages, et c'est peut-être ça la grande différence entre les buddy movies écrits par Shane Black et beaucoup des autres, notamment les Die Hard, hein, je vais être très clair, hein, je pense que dans Die Hard, par exemple, le personnage de McClane ne pouvait devenir qu'une caricature au fur et à mesure des films. Je sais que beaucoup de gens se sont énervés sur Die Hard 3, puis 4, et ainsi de suite, en disant voilà, c'est devenu une caricature, blablabla. Je pense qu'il l'était déjà dans le premier film, et ça s'est seulement confirmé dans les suivants. Si vous regardez L'Arme Fatale, et le fait que, quelque part, les personnages se sont développés au fur et à mesure des histoires, c'est aussi parce que le premier film ne laissait pas d'issue. Il fallait que, à un moment donné, pour que ça continue, et que ce soit cohérent, les personnages se développent, ce qui était l'inverse par un personnage comme John McClane. Bref, je fais une parenthèse, mais vous comprenez ce que je veux dire par le style de Shane Black. Il y a une vraie évolution. Et là, bien sûr, le personnage de Jackson Lee, interprété par Russell Crowe, va au-delà de ce développement, et ça le rend extrêmement intéressant et réussi. Évidemment, prendre Russell Crowe, c'est pas le casting de l'année, mais ça fonctionne très très bien. Dans les seconds rôles, on a aussi Angourie Rice qui joue le rôle de Holly March, la fille de Ryan Gosling, et elle est excellente. C'est le cas typique de la fille maline, intelligente, qui a un regard moral beaucoup plus juste que celui de son père et qui lui en met plein la gueule, et elle est excellente dans le rôle, il n'y a rien à dire. Elle défonce, en plus c'est une actrice qui à mon avis va devenir très très bonne en termes de jeu, bande de pervers. Mais pourquoi je me fatigue à vous parler? Vous n'avez... Mais merde, mais MeToo, les gars, le féminisme, hein. Oui, je sais, c'est un peu minable comme vanne, excusez-moi. Je voulais pas la sortir, ben voilà. J'ai ma fourche à languer, comme on dit. Oui, ça c'est très très vieux aussi, hein, décidément, #archéologie. La décadence est en marche. Tout ça pour dire... Angourie Rice qui est excellente dans le rôle, et je pense qu'il va, en grandissant, devenir encore une meilleure actrice. Je n'ai pas vu ce qu'elle fait ces dernières années, mais je ne serais pas surpris que ça devienne de mieux en mieux, parce qu'elle était vraiment très très bien dans ce rôle. On a aussi Margaret Qualley, qui joue le rôle d'Amelia, la jeune fille disparue, que Holland March doit retrouver, et qu'il finisse par retrouver, qui est excellente dans le rôle, qui a joué notamment un super rôle, si je dis pas de bêtises, c'est elle, dans Once Upon a Time in Hollywood, dont je vous mettrai la critique en lien dans cette description, puisque j'en parle à un moment d'elle, et je trouve qu'elle joue très très bien. On peut aussi parler de Matt Bomer qui est
grosso modo connu, je trouve, surtout pour son rôle de stripteaseur dans la série Magic Mike, où il est très bien, où il est vraiment bon. Je l'ai vu dans autre chose dernièrement, je le trouvais bon aussi, zut, ça me revient pas. Si, il joue l'homme invisible dans l'excellente série Doom Patrol, que je vous incite encore une fois à voir. Je vais pas parler 10 ans de ça, mais je vais vous remettre la critique de Doom Patrol en lien dans cette vidéo aussi, il n'y a pas de raison. Elle est excellente cette série, et les gens n'en parlent pas assez. On vient de parler de The Boys, mais The Boys c'est naze. The Boys ça n'a pas le début du niveau, du commencement, de la qualité de ce que Doom Patrol propose. Alors regardez Doom Patrol et vous verrez Matt Bomer notamment dedans faire une superbe scène de chant et de danse, puisqu'il est décidément très bon en termes de musical, le garçon, c'est pas seulement un stripteaseur. Et là, dans The Nice Guys, il joue grosso modo l'adversaire, le méchant de main bien sale et sadique, et il est excellent. Voilà, c'est un très bon acteur, et j'espère qu'on le verra, on continuera à le voir au cinéma, parce que je pense vraiment qu'il est sous-exploité, et comme par hasard, Shane Black l'a casté, et l'a très très bien casté et dirigé. Et je vais finir en vous disant simplement qu'il y a Kim Basinger qui joue un second rôle inutile, qui visiblement devait se confirmer dans la suite, qui pour l'instant j'ai pas entendu parler d'une suite, mais j'aimerais beaucoup qu'il y ait une suite perso, mais je pense pas que le film ait assez marché pour qu'il y ait une suite, mais bon, j'aimerais bien qu'il y ait une suite malgré tout. Et différents acteurs qui ont souvent tourné avec Shane Black, comme Keith David, Bo Knapp et ainsi de suite. Mais je veux surtout vous parler de Ryan Gosling, parce que Ryan Gosling pour moi c'était l'acteur de Drive. Il faut être clair, il est extraordinaire dans Drive, même dans Only God Forgives, qui est un film que je trouve beaucoup plus critiquable, et que je trouve qu'il fonctionne de manière assez bizarre. Et je suis pas un inconditionnel de Nicolas Winding Refn, même si je trouve que il a fait des films de fou, voilà, la Rising, c'est complètement dingue. Et bien sûr, Bronson, extraordinaire Bronson. Mais Ryan Gosling dans les films de Winding Refn est incroyable, et dans Drive, moi j'étais resté scié, et je reste toujours scié par sa performance, ce mutisme, cette puissance que la mise en scène lui donne, mais que lui aussi arrive à implémenter dans le personnage, c'est formidable, vraiment il est incroyable. Et je suis un peu resté sur cet acteur sérieux, il a joué aussi des rôles dramatiques où il était un peu dans la même chose que ce qu'il avait fait dans Drive, dans notamment The Place Beyond the Pines, où il est magnifique. Bref, acteur dramatique par définition pour moi, et puis grand acteur, hein, vraiment un charisme, oh, James Deanien je dirais, même si je connais pas trop James Dean, mais vous voyez ce que je veux dire, on pense à Steve McQueen, quoi, c'est... quel charisme. Et là, il joue le rôle d'un détective qui est un nul, un maladroit, mais maladif, et sur plein de points, un imbécile, mais il joue vraiment, c'est le buddy movie des années 90, c'est l'idiot, le trouillard, le maladroit, mais à un niveau qui est juste fou, qui évidemment a un superbe développement chez Shane Black. Je ne vais pas spoiler, mais c'est encore super bien vu et très bien écrit. Et il est juste drôlissime, quoi. Moi, j'étais scié quand on allait le voir avec ma femme, je ne m'attendais pas, ma compagne, pardon, je ne m'attendais pas à ce qu'on soit, oui, j'ai tendance à dire, j'aime pas dire ma femme, parce que ma compagne ne m'appartient pas. Elle accepte d'être avec moi, elle a le courage d'être avec moi, ce qui est complètement fou, donc je ne dis pas ma femme. Je trouve toujours qu'il y a un côté comme ça, tu m'appartiens, machin, elle m'appartient pas. Tous les jours, elle fait la décision de rester, d'être avec moi, de se dire merde, je suis obligé de porter ce boulet. Non, tout ça pour dire, je ne dis pas ma femme, c'est pour ça. Moi, le truc marié, pas marié, je m'en fous. C'est plus, je suis avec elle à fond. Je suis pas avec elle un petit peu, et j'ai pas besoin du mariage pour l'affirmer. Hein, hashtag à bas la religion. Oui, je sais, je vais me faire des amis. Voilà, c'est bon, tout le monde se calme, je déconne, je blague. Il faut rigoler. Donc, tout ça pour dire, Ryan Gosling, quand on est allé voir ce film au cinéma, mais il m'a fait rire, mais quasiment du début à la fin, quoi. Il y a un nombre de scènes comiques que lui gère, et c'est des effets, je vous jure, c'est des effets que je trouve en général lourdingues et que je trouve qu'ils marchent pas au cinéma. Genre, je vais donner l'exemple tout simple d'une séquence précise où il est en train de fumer, bon, je vous passe les détails, il est tombé d'une petite corniche, bon, voilà, je vous passe les détails d'une pente, il arrive en bas, il est un peu dégoûté de se casser la gueule, machin, il est un peu bourré, et il sort une clope, et il commence à la fumer, et là, juste à côté de lui, il y a un cadavre. Et il y a un mec, il y a Jackson, qui le cherche en disant « Hey Marge, t'es là, machin ?» Et là, il veut l'appeler, et il est tellement choqué d'avoir vu un cadavre à côté de lui, qu'il fait une sorte de... Il n'arrive pas à l'appeler, à lui montrer le truc. Et en fait, c'est en général le genre de scène que je trouve grossière, lourdingue, je trouve que c'est de la comédie, vous voyez... Je sais pas, c'est vraiment de la comédie que j'apprécie pas d'habitude. Et là, mais j'étais mort de rire, quoi. Tellement j'y croyais au personnage. Peut-être parce que j'ai eu la surprise que Ryan Gosling fasse ce genre de choses. J'en sais rien. Peut-être que c'est ça. Mais à chaque fois que je refilme cette séquence, elle me fait
mais pété de rire, quoi. Et c'est étrange à dire, parce que c'est vraiment pas le genre de comédie que j'apprécie d'habitude. Il faudrait que j'analyse la séquence. Est-ce que c'est dû à Ryan Gosling, à la mise en scène? Probablement des deux. Mais je suis scié, et je trouve qu'il est... sa performance dans ce film est hilarante du début à la fin. Il est drôle, incroyablement. Et son personnage devient touchant parce que il ne met aucun frein dans son interprétation. Il est un personnage de comédie du début à la fin, en faisant des trucs mais hallucinants, en sortant des conneries, mais c'est assez phénoménal. Et j'ai vu le film en version originale, il est incroyable. Et zut, j'ai pas sous les yeux le doubleur français qui le double superbement. Vous pouvez le voir en version originale ou en version française. Hein. Ryan Gosling est formidable dans la version originale, mais alors dans la version française, oui, c'est Emmanuel Jacomy. Mais Emmanuel Jacomy, il double Russell Crowe. Alexandre Gillet, il le double super bien. C'est le même, je crois, hein, c'est le même acteur qui le double, comédien de doublage, pardon, qui le double en général dans les films sérieux comme Drive, et ainsi de suite. Mais là, il est incroyable, quoi, vraiment. Bref, je vais pas en faire des caisses. Matez ce film, vous allez découvrir Ryan Gosling dans un rôle de comédie, et il est incroyable. Je n'ai pas vu La La Land, oui, faute, honte à moi, jetez-moi des rochers, bannissez-moi, fouettez-moi, faites-moi sortir dans la rue alors qu'on est en quarantaine, pour que je me prenne des méchantes amendes, hein, et que je sois maudit par la marée chaussée. Mais j'ai l'impression aussi que c'est un très bon danseur et un très bon chanteur. Bon bref, le mec a tout, quoi, ça devient complètement fou d'un moment, ce gars-là. Est-ce que c'est un des futurs très très grands Hollywood? Oh là là, oui. Ça commence à sentir quand même très bon pour le mec, j'apprends rien à personne. Mais là, vraiment, dans The Nice Guys, vous allez le découvrir dans un rôle de comédie, et il est juste excellent. Rien que pour ça, j'ai envie de voir le 2, parce que je le trouve très drôle, ce mec. Pour l'instant, je sais pas s'il y a un 2 qui se fera, j'aimerais beaucoup, il y avait des rumeurs encore l'année dernière que ça devrait se faire. On va croiser les doigts, et on va attaquer maintenant la question de la mise en scène, s'il vous plaît. Parce que c'est Shane Black, la mise en scène, c'est... Non, je déconne. C'est pas extraordinaire, mais il est bon. C'est de la mise en scène scénario, vous allez voir. Je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Ooh, that's a bingo. Ouh là là, j'ai un peu trop déliré. Ce podcast est déjà beaucoup trop long. Donc, la mise en scène chez Shane Black. Je vais être clair. Il ne s'agit pas de grands effets de mise en scène du type, vous voyez ce que je veux dire, le travelling avant à la Scorsese, c'est pas le plan fixe à la Tarantino, vous voyez ce que je veux dire, qui dure 3 heures, où on nous empêche d'avoir le contre-champ, c'est pas non plus la mise en tension du réel à la Michael Haneke avec le travelling qui est tellement lent qu'on meurt une fois avant de savoir ce qu'il y a hors champ, de enfin voir ce qu'on est supposé voir, on est mort 10 fois avant, c'est pas les plans fixes de 10 heures de chez Tran Kun. Bref, tout ça pour dire oui, j'étale un peu ma science quand même de temps à autre, histoire de justifier pourquoi vous m'écoutez. Comme ça vous pourrez dire oui, je l'écoute pas parce que je le trouve très con et que j'adore écouter un mec qui s'humilie, je l'écoute parce qu'il connaît plein de trucs, hein, voilà. Parce que c'est quand même... C'est pas du tout parce que c'est un mec qui se parle à lui tout seul sur Internet que je l'écoute. Non. C'est parce qu'il connaît plein de choses, attention. Bref, oui, je vous donne des arguments pour essayer de vous défendre de votre méchanceté. Je suis pas du tout vexé. Bref, tout ça pour dire, hashtag César et Oscar pour moi aussi, hein, d'après tout, si vous donnez des Oscars... Des Césars à Roman Polanski, il n'y a pas de raison. Bref, tout ça pour dire, évitons les polémiques qui ne servent à rien, surtout pour de l'humour à 2 balles. Mais la mise en scène... Chez Shane Black, c'est plus une mise en scène, on va dire, de l'écriture. On sent vraiment que ça a été écrit pour être mis en scène de manière presque écrite. Enfin, comment... Là, je dis rien. Je vais m'expliquer. Le dialogue, souvent, sous-tend ce qui va être de la comédie visuelle. On a, par exemple, un moment dingue où les personnages se retrouvent avec une guêpe géante dans leur voiture. Je vous laisse découvrir pourquoi je vous dis ça. C'est clairement des idées d'écriture qui vont dynamiser la narration. Je ne vous dirai pas comment et qui, parce que je veux vraiment pas spoiler. On a ces moments incroyables où un personnage va raconter une histoire très forte, la mise en scène va vraiment s'attarder sur lui, et le personnage en face dans le contre-champ s'est endormi, mais alors de manière complètement irrespectueuse. Ça, c'est vraiment du Shane Black. Il va désamorcer beaucoup de moments fort par une sorte de comédie de situation, une comédie de dialogue ou une comédie carrément visuelle et absurde. Et le film va tourner comme ça. Une séquence qui est supposée être horrible, on voit un personnage, je vous dirai pas qui, je veux pas spoiler, je veux rien spoiler, tant pis, faire une fracture en spirale à l'autre en le prévenant avant, et celui à qui la fracture en spirale est faite, il crie comme une fille, il fait « Ah, aïe, 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 aïe !» Et
Ça a l'air con, oui, je sais, mais je vous dis, matez le film, ça va être plus drôle que mon interprétation formidable. Made in César, Oscar et la totale. DiCaprio, je suis meilleur que toi. Tout ça pour dire, ça fonctionne parce qu'il y a une vraie variété à cet endroit-là, mais c'est clairement de l'écriture. On sent que le scénario était comme ça. Il est peu probable qu'il y ait eu de grandes modifications entre le scénario et le film. Au-delà du fait que Shane Black a écrit le scénario lui-même, il y a des réalisateurs qui écrivent le scénario qui bougent énormément de choses. Peter Jackson participe souvent, très souvent, à l'écriture des scénarios de ses films. Il ne les écrit pas, puisque c'est depuis maintenant Le Seigneur des Anneaux, c'est Philippa Boyen et Fran Walsh qui lui écrivent vraiment tout. Et avant, c'est, je crois que sa compagne Fran Walsh qui lui écrivait grosso modo les scénarios. Donc lui écrivait, mais grosso modo, il a vraiment laissé le stylo maintenant. C'est pas lui qui va dans les détails du scénario. Mais il change énormément de choses à la mise en scène, à la réalisation, il enlève beaucoup de choses, il touche, ça tourne énormément, c'est très très organique. Alors que techniquement il écrit ses scénars. Et je vous parle même pas des mecs comme Paul Greengrass qui arrivent sans scénario sur les tournages. J'en reviendrai là-dessus à l'occasion, parce que c'est lui qui a notamment fait la quadrilogie Jason Bourne, enfin non pas la quadrilogie, parce qu'il a pas fait le premier, c'est Doug Liman, mais il a fait le 2, le 3, le 4. J'ai fait une critique de cette fameuse quadrilogie dans ma critique de Jason Bourne. Je vous y renvoie, et je vous la mettrai dans les liens, puis ça commence à faire beaucoup de critiques, mais dans les liens, bref, tout ça pour dire l'enjeu d'écriture chez Shane Black est clairement un enjeu de mise en scène. Et c'est très efficace, et ça donne lieu aussi, parce que là, si je vous dis ça, vous vous dites, bon, c'est super, ça veut dire qu'il y a plein de moments de retournement de situation, que c'est varié et tout. Mais du coup, dans l'action, est-ce que ça marche? Oui, parce que c'est aussi très écrit, et c'est souvent basé sur des ressorts de scénario. C'est-à-dire que Shane Black ne fait pas de scène d'action, en grosso modo, pour une scène d'action. Il y a toujours quelqu'un à sauver, quelque chose à rattraper. Il faut courir après quelque chose. Une scène d'action, pour lui, c'est vraiment ce qui fait courir les gens. C'est qu'à un moment donné, il y a une urgence, mais cette urgence, elle est vraiment de l'ordre. Faut sauver quelqu'un, attraper quelqu'un, rattraper quelque chose, récupérer quelque chose. Il y a pas de scène d'action, on va dire, qui soit, Shane Black, de l'ordre de la fusillade gratuite, je caricature, parce que ça l'intéresse pas. Et du coup, une fois qu'il sait ça, et que c'est clairement son cheval de bataille dans la narration, il va mettre des éléments dedans pour que ça devienne ou comique, ou absurde, ou clairement irréaliste. Et c'est ce qui fait que ces scènes d'action sont uniques et qu'on les voit que dans ses films à lui. Je vais vous donner juste un élément qui n'est pas dans The Nice Guys, parce que j'ai pas envie de spoiler, parce que c'est très drôle, mais je vais plutôt vous parler de Kiss Kiss Bang Bang, où un personnage se retrouve suspendu. J'avais donné déjà cet exemple dans The Predator, mais je trouve que c'est un exemple qui est parfait. Un personnage se retrouve suspendu à la main d'un cadavre qui pend d'un cercueil sur un rebord d'autoroute, et tenu comme ça, il tire sur un gars, je crois, qui est plus loin, et il sauve sa copine. Voilà, ça c'est du truc, vous pouvez pas l'oublier, et c'est vraiment très important pour Shane Black que les scènes d'action soient uniques et se renvoient au sens de ce qui se passe, même si c'est par un biais absurde ou symboliquement débile. Là, dans Kiss Kiss Bang Bang, c'est clairement le rapport de ce personnage joué par Robert Downey Jr. avec la mort, avec le fait qu'il n'est pas fait pour être dans le monde des gangsters et qu'il est vraiment passé à 2 doigts de la mort. Il tient la mort littéralement par la main. Et c'est quelque part, en sauvant sa copine, il se sauve lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment des symboles hyper frontaux, limite un peu teubés si on y pense, mais ça rend les séquences uniques, et c'est la même chose dans The Nice Guys. Vous verrez, il y a toute une histoire autour d'un tatouage qui finit par disparaître à la fin, qui est super bien vu. Voilà un petit peu pour les effets de mise en scène, et je vais pas trop spoiler là-dessus, je vais aussi vous parler maintenant du scénario et un petit peu du fond quelque part. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Alors, le scénario, c'est Shane Black, il y aurait beaucoup de choses à dire. On va essayer de rester sur l'essentiel, parce que sinon cette review va durer 6 heures, et je suis pas du tout certain qu'il y ait beaucoup de gens qui ont envie d'écouter un truc d'1 heure sur The Nice Guys, film dont on n'a pas assez parlé, et c'est triste, mais c'est une réalité, et je ne sais pas si je vais changer la dose avec ce podcast, j'aimerais beaucoup. En tout cas, si vous avez aimé The Nice Guys, n'hésitez pas à partager ce podcast, et puis à défendre ce film, parce que je pense vraiment qu'il a des qualités insoupçonnées. Je vais d'abord vous faire le tour un petit peu sur la manière dont Shane Black écrit, et ensuite on verra un petit peu sur le fond, mais je vais faire court sur Shane Black, parce que je pense que j'en ai déjà parlé dans ma critique sur The Predators. Grosso modo, un des ressorts classiques chez Shane Black, c'est la voix off.
Et lui, il a poussé la voix off au niveau de carrément tout expliquer, les ressorts comiques, ainsi de suite, ce qui avait plombé certains scénarios, comme par exemple Last Action Hero, ou le personnage de Danny Madigan, du petit garçon qui accompagne tout le temps. C'est aussi un buddy movie, hein, une exagération de buddy movie, donc c'est le mec super costaud, impeccable, machin, avec le comique, qui est en plus un gosse, donc encore trouillard et blablabla. Quoique il n'était pas trop trouillard, mais bon... selon les standards du film, et donc le personnage du comique, donc Danny Madigan, a tendance à démonter toutes les ressorts comiques du film, ce qui a tendance un peu à alourdir l'histoire et qui n'était pas très efficace dans The Last Action Hero, même encore aujourd'hui avec du recul. Bref, donc Shane Black avait tendance un petit peu à tirer sur la corde là-dessus, et là, heureusement, dans The Nice Guys, on a quelques passages de voix off qui est en fait le point de vue de Illy sur l'histoire, et c'est très intéressant, et ce qu'il apporte à l'histoire est un regard en général noir et désabusé, ce qui est en fait le ton du fond de l'histoire. Mais comme l'histoire se centre beaucoup sur la comédie, donc le personnage de Holland March est très présent, son histoire à lui est aussi quelque part dramatique, je vous laisse découvrir comment, et c'est là où Shane Black est décidément très très fort, c'est que il nous fait toujours rencontrer des personnages atypiques qui ont finalement un fond de vrai, un fond de densité qui est vraiment très intéressant. Je vous laisse découvrir comment. Bref, je viens de résumer en fait ce que je veux dire sur le fond du scénario chez Shane Black. Souvent, c'est les outils comme la voix off avaient tendance à être un peu exagérés. Aujourd'hui, il a trouvé, je trouve, une bonne mesure. C'était déjà le cas dans Kiss Kiss Bang Bang aussi. Son précédent buddy movie. La voix off est vraiment bien modérée. Elle va pas démonter des effets de cinéma juste pour démonter des effets de cinéma. Elle a vraiment quelque chose à apporter sur le point de vue de l'histoire. Et là, en l'occurrence, le personnage de Illy n'a aucune ironie sur la narration ou autre, ou presque. C'est comme du Shane Black. Mais ça ne déflore jamais l'histoire et ça ne lui enlève pas son côté cinéma parce qu'elle est déjà assez comédie absurde comme ça. Elle est déjà assez comique et loufoque avec le personnage de Holland March. Donc déjà, cette modération de son propre style, je trouve que c'est une preuve de maturité, et j'aimerais beaucoup que dans ses prochains films, que ce soit The Nice Guys ou un autre, parce qu'il va faire d'autres buddy movies, hein. Si la vie lui est prêtée, je peux vous garantir qu'on aura encore des buddy movies de Shane Black, scénarisés et réalisés par lui. Tout simplement parce qu'il y a plus grand monde qui arrive à faire 68 millions de dollars de box-office avec des buddy movies, hein. Faut être clair, hein. Et tout ça pour dire, pour vous donner un exemple, c'est le dernier buddy movie que j'ai vu, vraiment que je peux considérer comme un buddy movie, c'est Bad Boys 4, si je dis pas de bêtises, ou le 3, je sais plus, Bad Boys 3 je crois, et je l'avais dit dans ma critique, hein, je peux vous la mettre aussi dans les liens, ça a vieilli, et en fait il n'y avait aucune évolution par rapport au précédent film, ou presque, c'est toujours la même histoire qu'on nous raconte. Tandis que là, chez Shane Black, il y a vraiment un désir de surprise, et pas de dynamiter le genre, mais de vraiment en profiter pour proposer des choses originales, aussi bien visuellement qu'en écriture, qu'en termes de situation, qui font la différence, entre guillemets. On ne trouve pas du tout dans un buddy movie comme Bad Boys, mais je m'attaque lâchement à Bad Boys, hein. Je peux aller assez facilement vers Hobbs & Shaw, le dérivé le spin-off de la série Fast and Furious, qui a les mêmes défauts de fond, quelque part. Il ne propose rien de réellement nouveau, à part de nouvelles cascades. Il n'a rien à raconter de frais sur, grosso modo, le buddy movie en soi. Et du coup, le fait que ce soit un buddy movie, c'est juste parce que ça permet de mettre The Rock et Jason Statham qui s'éclatent ensemble, donc le film est sympathique, mais ça dépasse pas le cadre d'être un buddy movie vraiment, on va dire, ras du sol. The Nice Guys profite du buddy movie, les codes du buddy movie, son exagération, son côté comédie, loufoque, involontaire, pour en faire finalement un film assez désabusé et noir et critique. Bref, donc cette connaissance des codes du buddy movie, cette maturité dans la voix off, amène un dernier élément que j'apprécie beaucoup dans ce scénario, c'est le fond. C'est un film qui parle du regard, donc comme j'ai déjà expliqué dans le début, donc je ne vais pas revenir là-dessus, sur le regard puritain que les États-Unis a maintenant sur la pornographie et a pu grosso modo ranger ce dossier dans le rang du internet gratuit et pervers, donc plus personne n'en regarde évidemment, hein, c'est terminé, alors qu'au moins dans la fin des années 70 c'était quelque part assumé que la société allait beaucoup au cinéma voir des films pornographiques, et du coup il y avait une industrie qui se développait autour de ça. La pornographie gratuite sur internet a permis grosso modo une certaine remontée de la pudibonderie américaine, et maintenant c'est devenu un peu c'est la même chose en Europe, hein, je dis américaine, mais c'est l'Occident, hein, c'est devenu un peu une sorte de sujet tabou qu'on aborde de manière « oui, mais bien sûr, tout le monde, oui, mais c'est normal. » Et vous, « oh non, jamais. » On est retombé dans ce truc un peu lourdingue de la perfection politique, où dès qu'on tombe sur des histoires de sexe d'hommes politiques, qu'elles soient
plus ou moins dépravées, en fait elles sont toujours quelque part plus ou moins dépravées, même si elles n'ont rien à voir avec ce qu'ils font politiquement. Et ça c'est, voilà, je sais comme si c'est Dominique Griveaux, je crois qu'il s'est passé dernièrement, Strauss-Kahn et ainsi de suite. Que ce soit des affaires criminelles ou pas, ça reste grosso modo un regard moralisateur bas du front en fait. Ça, on n'a toujours pas dépassé ce rapport aux politiques un peu lourdingue. Je vous renvoie notamment à ma critique de The Frontrunner. Le film avec Hugh Jackman qui en début d'année dernière n'a pas rencontré son public, mais c'est un film sur un événement politique américain, donc forcément ça ne me surprend pas que les gens n'y soient pas allés, mais il y avait ça dans le fond de ce film, je ne sais pas si je l'ai dit assez, le fait que c'est un film qui symbolise un petit peu le dérapage du rapport média-politique et du rapport du public au politique qui avait besoin toujours de voir dans le politique une sorte de vision parfaite, créant ainsi comme ça le socle pour une suite de scandales infinis, dès que ces hommes politiques redeviennent des êtres humains, je caricature. Et mine de rien, à travers ce prisme de la pornographie dans The Nice Guys, vu de manière comique, vu de manière, bien sûr, Shane Black se fait plaisir, il met des meufs à poil et machin truc, vous me ferez pas dire que c'est un film féministe, hein, loin de là, mais on a, grosso modo, un regard et une critique acerbe, mine de rien, sur dans un film grand public, dans un film amusant, sur le regard, le retour d'une certaine forme de radicalisme moral américain. Et en parallèle de ça, grâce à cette histoire, on a aussi une critique indirecte de l'écologie dans l'industrie américaine, est arrivé au terme d'un chemin qui a commencé et qui s'est accéléré à la fin des années 70. Au niveau, le sous-texte politique du film sur les hydrocarbures est un peu facile, mais il est encore une fois un signe d'intelligence. Il est vraiment en correspondance avec un film sorti en 2016, avec grosso modo, maintenant qu'on est en 2020, qu'on est en pleine quarantaine et qu'on commence à voir, oh mon Dieu, c'est incroyable, la liaison entre notre développement industriel déraisonnable et la quarantaine du Covid-19, mais aussi, grosso modo, ce qui était prévu depuis quasiment 15-20 ans par des gens qui étaient loin d'être des extrémistes écologiques, que nous allions avoir de plus en plus un développement des virus dont la propagation serait de plus en plus facile due à la pollution. C'est vraiment, il n'y a aucune découverte là-dedans, hein, que les choses soient claires. Mais les politiques et les industriels notamment qui ont forcé ces politiques-là, il faut être clair, hein, c'est eux qui ont fait gagner des élections depuis des années, depuis plus de 40 ans aux États-Unis, entre autres, ont un rapport là-dedans. Et le fait est que placer l'intrigue autour du lobby de l'hydrocarbure d'une manière indirecte dans The Nice Guys, c'est clairement faire une critique sans forcément se prendre trop au sérieux, mais il y a quelque chose de juste derrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que j'apprécie chez Shane Black. C'est un mec qui a des défauts, il a fait des grosses conneries, hein, mais je vous en ai parlé notamment dans ma critique de The Predators. Il a trouvé le moyen de faire jouer une scène d'agression d'un homme sur une femme, donc d'un homme sur une femme, par un acteur qui avait été condamné pour agression sur une femme. Donc forcément, quand l'actrice l'a su, croyez-moi bien qu'elle avait plus envie de jouer la scène et que ça a foutu une ambiance de merde dans le film, hein, sans compter que la production a fini par lui tomber dessus. Je vous laisse aller écouter la critique en détail. Mais tout ça pour dire, c'est loin d'être un saint. Mais l'idée de fond, la justesse de son analyse de fond sociale, elle est là. De là à dire que The Nice Guys est un grand film critique, absolument pas. C'est d'abord et avant tout un film divertissant, un film drôle, un film avec des passages vraiment noirs, vraiment sombres, mais d'abord c'est un film amusant, mais sur le fond, le point de vue, l'éclairage que le film amène sur la vision de la pornographie est très intéressante, notamment par rapport à ce qu'on est aujourd'hui, en 2016, quand le film est sorti. Et il en va de même pour le point de vue sur la politique et sur ce qui a généré ce genre de lobby-là et ce genre de possibilités-là. C'est clair que ça a créé des fantasmes, mais ça a créé toute une série de films depuis bien longtemps aux États-Unis et dans le reste du monde sur la manipulation politique, les meurtres cachés, et ainsi de suite. Et on découvre tous les jours des histoires reliées à ça. Mais il y a aussi un fond critique qui est très intéressant et qu'il faut quelque part pointer. C'est une des qualités du film. De là à dire que c'est un film critique politique, non, ce n'est pas le cas. Ce que j'essaie de dire, c'est que ça fait du bien d'avoir des films grand public, drôles et imaginatifs, qui en plus ont un fond de justesse dans ce qu'ils pointent. De là à dire que, encore une fois, c'est pas un film critique, mais j'insiste, je trouve que c'est une des raisons pour lesquelles c'est bien de voir ce film de Shane Black là, il est réussi aussi bien dans son fond que dans sa forme. Dernier élément et non de moins du scénario chez lui, et qui est vraiment une différence par rapport aux autres buddy movies, au même style de films qui sortent, qui ont voulu le copier, que lui-même a copié d'autres, mais qui ont voulu le copier ensuite, et qui le font rarement bien, je trouve, c'est ce truc d'amener les personnages au point de non-retour.
et vous verrez comment tous les personnages sont amenés à un moment donné au point de non-retour. Que ce soit dans leur cynisme, dans leur noirceur, dans le fait d'être trouillard, dans leur lâcheté, pardon, dans leur rapport parent-enfant, dans leur rapport aux femmes, dans leur rapport aux autres. Le film les pousse dans leurs limites. Et même si c'est une comédie, même si c'est pas toujours joué de manière dramatique, il y a vraiment des passages d'une grande noirceur. C'était déjà le cas dans Kiss Kiss Bang Bang Bang, où on avait une scène de meurtre absolument terrible, vraiment excellente, au plein milieu d'un film d'une comédie buddy movie, c'était très fort, et c'est de nouveau le cas dans The Nice Guys, et je pense que c'est important parce que, de un, ça donne de la profondeur et de la force à la violence que le film essaie de faire, auquel le film essaie de nous faire croire, sinon pourquoi on s'impliquerait envers les personnages, pourquoi on aurait peur pour eux si on n'arrive pas à croire à cette violence-là. Donc cette pointe de noirceur, elle est importante, mais elle est placée au bon endroit, et je ne spoilerai pas comment, vous verrez. Et elle dit beaucoup de choses sur ce que le film est, et sur, quelque part, le sérieux d'une partie du fond de son discours. Et ça, j'apprécie beaucoup chez Shane Black. C'est un film d'abord et avant tout divertissant, c'est d'abord et avant tout une comédie d'action, point barre. C'est un buddy movie, point barre. Mais il y a un fond de noirceur qui fait que toute la critique politique, le point de vue sur la pornographie, la sexualité, l'hypocrisie de notre époque par rapport à ça, est excellent. Vraiment excellent. Après, de là à dire que c'est un grand film critique, non, j'ai pas dit ça. Mais j'insiste, ça donne des qualités à ce film-là, et quitte à voir un buddy movie de ces dernières années, autant voir celui-là, plutôt que de tous voir Hobbs & Shaw, qui était sur le fond inoffensif au possible, ne racontait rien, tout en étant un spectacle sympathique. Mais il ne nous racontait rien. Et à un moment donné, un film, il faut que ça nous raconte quelque chose. Hashtag tous avec moi pour sauver le vrai cinéma, hein, parce que moi, voilà, avec mes grands discours et mes podcasts suivis par des millions de personnes, je vais changer le monde. C'est bon, arrêtez de vous foutre de ma gueule, on va attaquer la conclusion, c'est bon, ça va. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Sauf fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. The Nice Guys est un excellent buddy movie, très réussi dans son écriture, dans sa mise en scène et dans son inventivité. Je ne lui trouve pas de défaut autre que d'être un buddy movie, avec tous les éléments du buddy movie de la chaîne Black. Donc c'est un peu ostentatoire pour rien, comme je dis, gros décor, machin, bon, ça fonctionne hein, en termes de cinéma, mais c'est toujours un petit peu du fric mis dans le vent, je trouve c'est un peu lourdingue chez Shane Black, il n'aurait pas besoin de ça avec sa qualité d'écriture, mais bon. Même si on justifie l'époque, je suis pas certain qu'on avait encore besoin d'avoir une maison avec une grande piscine et machin truc au bord de la mer, là, comme d'habitude. Enfin, vraiment, il a un délire avec ça, c'est vraiment un délire de riche. Pour moi, je peux pas le dire autrement, je peux pas être plus vulgaire que ça. Mais je trouve aussi que ce côté buddy movie, toutes les qualités, il sait exploiter un buddy movie dans toutes ses qualités. Mais j'insiste sur les défauts, c'est vrai que j'en ai pas parlé aussi assez avant. Il y a tout un côté sexiste, on voit beaucoup de femmes, c'est clair, c'est l'univers de la pornographie, mais malgré tout, il se lâche quand même sur le côté graveleux, le côté ouvertement, je montre des poitrines et des chattes et des machins. Oui, j'utilise des termes un peu crus, mais c'est techniquement comme ça que le film le montre, donc il faut quand même être clair. Sur le corps de la femme, le film est quand même particulièrement un film de son époque, en quelque sorte. Alors oui, il justifie ça en faisant passer le film à la fin des années 70. Oui, il a un discours qui est intelligent sur la pornographie, la vision du corps de la femme et tout ça à l'époque, et sur notre hypocrisie actuelle, certes. Nonobstant, il n'y a pas cette mesure non plus que j'aurais apprécié d'avoir un fond de féminisme autre que celui de dire que le personnage le plus intelligent et le plus juste du film est la fille de Marge, qui est clairement mieux, qui pense mieux les choses qu'eux. Et ça, c'est quand même cool. Après, le problème, c'est qu'en parallèle de ça, Kim Basinger a un rôle d'antagoniste dans le film, et bon, il n'est pas très subtil, quoi, ça va pas très loin. Et on a toujours les mêmes éléments chez Shane Black, la beauté est souvent traîtresse, blablabla. Bon, tout ça, c'est pas très subtil. Et j'ai préféré le point de vue de Kiss Kiss Bang Bang à cet endroit-là, mais je vais pas développer plus, vous voyez un peu où je veux en venir. Tout ça pour dire, à part ce défaut-là, c'est le défaut des buddy movies, je ne pense pas qu'on puisse attaquer The Nice Guys. C'est vraiment un très très bon film, voire même un excellent film. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre du style buddy movies? Ouais. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre tout court au cinéma? Non, parce qu'il y a les limites du buddy movies. Ça, comme je disais, il y a un certain sexisme ambiant. Tout n'est pas... il y a une générosité qui confine parfois à l'exagération, un petit côté, comme dire, c'est un peu le carnaval, ça part un peu dans tous les sens, mais au moins on voit quelque chose de singulier, et venant d'Hollywood, venant de très gros budgets comme ça, venant d'acteurs toujours mis dans les mêmes situations, encore une fois, l'idée de mettre Ryan Gosling dans ce rôle comique là, mais quelle superbe idée, quelle idée géniale.
Alors je sais pas, peut-être qu'il y a eu d'autres films avant, d'autres réalisateurs qui l'avaient déjà utilisé comme ça, mais moi j'avais jamais vu, et je trouve qu'il est incroyable dans ce rôle. Bref, tout ça pour dire, The Nice Guys est un excellent film, avec assez de singularité pour mériter largement 2 heures de votre temps, et même s'il est un petit peu osé, je pense que si votre enfant a plus de 12 ans, il peut le regarder. Je pense que ça passera. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. On va continuer, bien sûr, vous le savez, je fais en ce moment des stories de la quarantaine sur le Facebook de la chaîne et sur l'Instagram, donc n'hésitez pas à aller le voir, à vous y abonner. Suivez-moi aussi sur Twitter, je relaie régulièrement les vidéos. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO. N'hésitez pas à commenter, bien sûr, c'est votre avis qui m'intéresse le plus. N'hésitez pas à liker aussi bien les stories que les vidéos et à partager, parce que ça aide la chaîne à se développer. Et je vous en remercie énormément. Je suis vraiment touché que vous me suiviez. C'est vraiment cool, ça me motive à mort. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO. Salut les amis, ciao ciao.